Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Markets. Vous nous avez été très nombreux à suivre notre ancien numéro où nous avons parlé de la nouvelle réglementation de l'architecture en RDC avec le président Brunel Guibaleleki Kananga qui a parlé comment l'État congolais organise tout ce qui est construction et architecture en RDC. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Avant de vous présenter mon invité de ce soir sur le plateau de Data Market, je m'en vais saluer tous nos téléspectateurs à travers le monde. Vous nous suivez ici en RDC. Je vais à Walungu, je vais à Makiso, je vais à Bandundouville. Nous revenons à Kinshasa, nous allons au Katanga. Nous allons de l'autre côté en Afrique, dans d'autres pays, le Gabon, le Ghana. Nous revenons en Afrique du Sud. Nous allons en Europe où vous avez Paris, Bruxelles, Suisse. Et nous revenons de l'autre côté, nous traversons l'Atlantique où nous allons à la rencontre de nos téléspectateurs, notamment à Montréal, Québec, Laval. Et nous revenons vers notre bastion aux États-Unis où nous avons de la famille, à Dallas, Kentucky, où nous avons de la famille à Portland. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro. Mais ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, par exemple sur la chaîne YouTube Symphorien Katende TV, là, nous saluons tous nos téléspectateurs qui sont au Japon, en Asie, qui sont en Chine, qui sont en Australie. Nous leur saluons. Vraiment, merci pour vos soutiens et vos questions. Par exemple, cette émission que vous allez suivre est aussi en direct sur notre page Facebook. Là, vous pouvez aller consulter sur la page Facebook Data Markets ou sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Pour ce soir, je reviens avec une très grande dame qui est professionnelle dans le milieu des finances. Avec elle, nous allons parler de la participation de la femme dans tout ce qui est entrepreneuriat et avec la nouvelle vision du chef de l'État. La femme n'est plus un ornement, n'est plus quelqu'un qui vient juste pour faire de la figuration, mais la femme est active aujourd'hui dans tout ce qui est développement et avenir du pays. Et là, je vais saluer Yoto Kasongo Anne-Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai rien oublié. Parfait. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. La santé? Ça va. Bonne année. Bonne année. Merci. Merci. Comment ça s'est passé les fêtes? C'était bien. Voilà. Anne-Émilie, ce soir, nous allons parler d'un fait. On parle de la participation de la femme. Toi, tu es dans les milieux des finances. Aujourd'hui, dans les discours du chef de l'État, la femme ne vient pas juste pour la formalité, mais elle doit s'impliquer. Mais selon toi, c'est qui une femme qui entreprend? Une femme qui entreprend, c'est une femme qui décide de mettre en avant ses capacités. Ok, une femme qui est une femme entrepreneur. Tout le monde n'est pas femme entrepreneur. Une femme entrepreneur, c'est une personne une femme qui a des idées et qui veut les mettre en avant. C'est une femme qui veut dépendre d'elle-même, déjà, à la base. Donc, en gros, pour moi, c'est ça une femme entrepreneur. Une femme qui veut dépendre d'elle-même, qui a une idée, qui a un rêve et qui veut mettre son idée en pratique. Je prends un exemple dans des conseils d'administration, dans les réunions. Est-ce qu'on peut limiter dans une entreprise que la femme au rôle de figuration? Il y a réunion, elle ne peut pas parler. Tiens, non, toi tu es une femme parmi les hommes dans l'entreprise, tu n'as pas de bonnes idées. Est-ce que c'est vraiment une bonne vision de la femme? Impossible, ça c'est pas c'est une mauvaise vision du tout. C'est une mauvaise vision. Il m'arrive d'assister à des réunions où il n'y a que des hommes. Il m'arrive d'assister à des réunions où c'est moi c'est moi qui dirige la réunion. Et il n'y a que des hommes. Donc le rôle de figurante dans une société, c'est difficile pour la femme. C'est presque impossible maintenant. Et pour que la femme ne fasse pas la figuration, comme certaines le disent, donc elle doit s'impliquer au niveau de la formation, avoir une très bonne base. Absolument. C'est uniquement comme ça qu'elle se fera respecter. Parce que, surtout dans les milieux professionnels, lorsque vous êtes une femme, il y a des préjugés. Donc pour arriver à rompre ces préjugés, il faut avoir une bonne formation, il faut avoir une bonne base. Comme ça, personne ne peut venir vous dire le contraire de ce que vous pensez.
C'est vrai, personne ne peut vous dire le contraire de ce que vous pensez parce que vous êtes femme. La femme et sa capacité, la femme et ses aptitudes. Parlons, nous allons remonter petit à petit. Parlons de l'éducation de la femme. Aujourd'hui, la femme s'investit dans presque tout ce que l'homme fait. Vous avez les femmes pilotes, même s'ils ne sont pas nombreux. Vous avez les femmes dans les forces armées. Vous avez les femmes dans les hautes sphères scientifiques. Quel est le rôle de la formation dans l'avenir de la femme qui s'implique au sein d'une entreprise? De toute façon, quand vous citez les femmes pilotes, les femmes militaires, les femmes officiers, les femmes architectes, les femmes ingénieurs, il faut pas. Tu n'es pas ingénieur si tu ne vas pas à l'école. Ça s'apprend de toute façon. On ne se réveille pas le matin, on décide je suis une femme et je veux être ingénieur. C'est pas possible. Il faut aller à l'école pour ça. Il faut aller à l'université pour ça. Il faut aller à l'école militaire pour être militaire. Et les femmes qui sont officiers, elles ont gravi les échelons parce qu'elles ont reçu la formation. Que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans le métier libéral. Il faut passer par une formation et ensuite, lorsqu'on passe par une formation et que on est bien formé, on termine architecte ou ingénieur civil et qu'on va dans une société pour travailler, je doute que quelqu'un réussisse à vous marcher dessus. Hein. Et là aussi, c'est le rôle des familles. Quelle est la vision de la famille par rapport à son fils et à sa fille? C'est déjà à la famille de booster la fille à des postes de responsabilité. Je veux te faire rire. J'étais avec une amie qui est mère. Et sa fille, voulais-je dire, on l'a demandé de présenter les métiers de ses parents en faisant la récitation. Et de l'autre côté, on dit papa va au travail. Et de l'autre, maman va au ménage. La fille a refusé. Elle dit non. Ma maman ne peut pas se limiter qu'au ménage. Donc c'est déjà là, ce stéréotype qu'on doit enlever que non. La femme, c'est juste les ménages, malgré les compétences. Et l'emploi, c'est juste pour l'homme. Oui, donc moi, les familles sont différentes. Moi, je parle toujours de moi, puisque j'ai eu de la chance d'être dans une famille où on se laisse exprimer librement. C'est-à-dire que si tu veux être... moi, déjà, mes deux parents travaillent depuis toujours. Donc, pour moi, que ce soit mes parents, que ce soit les membres de ma famille, donc pour moi, maman ne reste pas à la maison. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours vu ma mère aller travailler. Donc, je pense que la famille, c'est la base. Maintenant, après, il y a des femmes qui, même après avoir étudié, décident de s'occuper de leur ménage. C'est aussi un travail à plein temps. C'est son choix. Ou je connais un couple, la femme travaillait et puis elle a arrêté de travailler pour s'occuper, pour laisser son mari se focaliser sur sa carrière. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La femme, elle décide de travailler et le mari a dit bon, c'est tellement sacrifié pour moi, je vais faire pareil. Donc, mais je pense que la famille est la base. L'éducation que vous donnez à vos enfants en disant la femme ne peut pas être tel métier, je pense qu'on est en 2019, c'est un peu révolu. On est en 2019, mais malgré que l'on puisse dire, c'est quand même cette réalité qui continue. Une autre préoccupation, cette peur de la famille, de la communauté, de la déféminisation de la femme. La femme perd sa féminité. Tu vois, je rencontre une femme au sein de l'entreprise qui gronde les hommes, qui crient sur les hommes. C'est quel genre de femme? Et déjà, quand elle va se marier, elle sera comment? Donc, est-ce vrai? Je pense qu'il faut faire la différence. Une femme... Peut-être parce que toi aussi, tu tonnes. Une femme dans le milieu professionnel, je ne suis pas la même que dans le milieu à l'extérieur du bureau. Ok. Bien sûr. C'est deux personnes complètement différentes. Et c'est pire quand on a des responsabilités. Dans le milieu professionnel, on a une autre attitude. Dans le milieu familial, social, avec les amis, on a une autre attitude. Je parle en connaissance de cause. Maintenant, après, ça dépend du caractère de chacun, de chacune. Mais quelquefois, c'est important de s'imposer tout en respectant l'autre
en matière de décision. On sait que ah non, pour ça, là, elle va se fâcher ou elle va s'énerver ou non, elle aime bien, elle, c'est d'accord. Mais c'est pas que la même Anne-Émilie qui est au bureau, c'est la même Anne-Émilie qui est à la maison avec ses amis ou sa famille. Bien sûr que non. Mais pour les personnes qui vous observent, parce que ne le refusons pas, nous sommes dans un État, la RDC est un État ancré dans la religiosité, dans la religion, surtout la religion chrétienne qui est assez avancée. La RDC est ancrée dans la coutume. Et quand on observe par exemple Yoto Kasongo, Anne-Émilie, exercer son autorité, là on se dit oui, elle veut ressembler à une Européenne, mais ici nous avons notre culture. La personne qui te juge dit voilà ce qu'on n'apprécie pas, que la femme exerce son autorité sur l'homme, et il y a un peu cette convergence, cette vision de la culture, de la coutume et de la religiosité qui va de côté. Qu'est-ce que tu reprends à ça? Bon, déjà, quand on est une femme et qu'on a automatiquement un rapport de supériorité avec la personne, avec un homme, qu'on le veuille ou non, à un moment, ce rapport de supériorité sera exercé. Maintenant, je répète encore, sur le milieu, par exemple, dans le milieu familial, dans ma famille, dans la famille de mon père, que tu sois ministre ou que tu sois XY, dès que tu as quelqu'un qui est plus âgé que toi, on précède le nom par Ya. Yaya, c'est comme ça qu'on appelle, c'est une éducation. Mes cousines qui sont plus âgées que moi, quand je les appelle Ya. C'est une éducation, c'est obligatoire. Mais dans le bureau, au bureau, déjà les familiarités de maman, papa. Georges qui a 56 non, ans. Je suis pas d'accord avec cette façon de toujours vouloir apporter cette familiarité au boulot. Vous pouvez appeler une dame madame, même si elle est plus âgée, mais pas maman. Je trouve que professionnellement, ça fonctionne pas. Et comme on réfléchit comme ça, c'est pour ça qu'il y a cette façon de penser que vous venez d'énumérer et qui n'est pas correcte. Qui n'est pas correcte. Compétence, exercice de l'autorité de la femme au sein de l'entreprise, parce que là, on va arriver jusqu'au fameux discours d'investiture du chef de l'État, qui dit que la femme, ça ne sera plus une figuration où nous allons juste nous limiter. Oui, tu vois, la femme en tant que ministre des Affaires sociales ou ministre genre famille. Maintenant, c'est la parité, ainsi de suite. Prenons la balle au bon. Maintenant, la femme doit s'impliquer. Nous y allons. La perception elle-même de la femme, comment la femme se considère? Parce que je sais, dans l'une de nos anciennes émissions avec vous sur ce plateau, vous étiez un peu en train de déplorer que la femme n'aidait pas suffisamment la femme pour aller de l'avant, s'intégrer dans le milieu professionnel. Mais elle-même, la femme, comment elle se considère? Parce que ça, vous êtes spécialiste, vous avez un œil assez poussé. Bon, déjà, moi, je suis pas très d'accord avec le fait qu'on pense qu'une femme ne peut occuper que des fonctions telles que les affaires sociales, ou le genre, ou la famille. Ce sont des postes qui sont très importants. Évidemment, c'est logique de penser que ça serait mieux que ce poste-là soit dirigé par une femme. Qui mieux qu'une femme peut gérer des affaires de genre? Mais bon, le genre, c'est pas seulement la femme. Hein. Le genre, c'est et l'homme et la femme. Donc voilà, on a tendance souvent à se focaliser que sur ça. Mais je pense qu'il y a une femme qui peut, il y a une femme qui est ministre du portefeuille, qui est une femme que j'admire énormément, parce que c'est vraiment une vraie bosseuse. Mais une femme peut être ministre de la Défense. Une femme peut être ministre de l'Intérieur. Tu penses que la femme aujourd'hui en RDC, sur le plan professionnel, cette femme a la compétence d'être ministre de la Défense? Mais bien sûr, les femmes ministre de l'économie. Mais bien sûr, les femmes, elles protègent de nature. C'est des femmes qui sont. Les femmes ont un instinct de protection qui est très, très, très développé. Il suffit de voir une maman quand elle doit défendre son enfant ou qu'un enfant a un problème et tout, elle va aller corps et âme partout pour défendre.
quand tu es ministre de la Défense ou de l'Intérieur ou quoi, tu as les prérogatives, tu as l'obligation de défendre ton pays. Donc je pense qu'une femme peut être autant ministre de la Défense ou de l'Intérieur que ministre des Affaires sociales ou des droits humains ou du genre famille et enfants. Mais selon toi, quels sont les obstacles qui peuvent empêcher à ça? Pour que, à la fin, tu constates que non, finalement, sur le plan compétence, sur le plan professionnel, on n'a toujours pas des femmes ministres qui occupent des postes, par exemple, ministre de la Défense, ministre de l'économie. Selon toi, quels peuvent être les obstacles qui empêchent cela? Et comment lutter contre ces obstacles pour que la femme puisse accéder? Et moi, je peux vous aider en deux phases. En observant la femme elle-même, en observant la communauté. Bon, je sais pas, peut-être, je sais pas, je n'ai pas une bonne maîtrise des gouvernements depuis que... Tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être eu des femmes qui ont été ministres de l'économie. Je sais pas, je ne sais pas confirmer, non. Portefeuille, oui. Oui, avec portefeuille, oui. Mabounda, je pense, si je me trompe pas. Oui, et puis l'actuel de maintenant. Je ne sais pas si c'est un problème de société ou un problème de mentalité ou de préjugés où on se dit bah, la femme, non, ministre de l'Intérieur, ça doit être seulement un homme, ou ministre de la Défense, ça doit être seulement un homme. Non, moi je pense que c'est une idée, une espèce de mentalité qui nous habite depuis très longtemps. Mais au fur et à mesure, maintenant, les pays sont en train de bouger autour de nous. Il y a des pays africains qui ont des femmes ministres des Affaires étrangères. Il y a des femmes ministres de l'économie, de l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il faut... Par exemple, Yotoka Sumo, Anne-Émilie, ministre de l'économie, tu acceptes ce poste? Oui. Tu l'assumes? Pourquoi pas? Mais oui, bien sûr. Penses-tu avoir les compétences? Mais bien sûr. Bien sûr, absolument. Ça n'a rien à voir avec le fait Mais qui dit que j'aurais peut-être les compétences d'être une ministre du genre ou des affaires sociales? Peut-être qu'il faut quelqu'un de plus... quelqu'un d'une femme qui est un peu plus tendre ou quoi, je sais pas. Donc, c'est pas une affaire de poste ou quoi. Moi, je pense que c'est une affaire de mentalité ou de préjugés. Mais je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps qui passe, aujourd'hui, on pourra voir dans notre pays une femme qui est ministre de la Défense ou ministre de l'Intérieur ou quoi. Donc, voilà. Donc ça te tient à cœur aussi de voir des femmes à ce poste-là? Bien sûr, ce sont des postes importants. Ce sont tous les postes, hein, tous les ministères. Moi, je pense que dans notre pays, il n'y a aucun ministère qui est moins important que l'autre parce qu'il y a du travail à faire partout. Mais ça serait bien de voir une femme ministre de l'Intérieur. Anne-Émilie, la femme est entrepreneur naturellement. Il faut la voir comment elle gère la maison, qu'elle soit femme célibataire avec enfant, qu'elle soit femme au foyer. Elle se casse en 1000 morceaux pour gérer son milieu, son espace vie, pour garantir la survie de ceux qui l'entourent. Mais il y a une question qui est souvent posée et plusieurs personnes me l'ont posée. Et lorsque j'étais en train de préparer cette émission avec mon bureau, j'ai posé des questions. La problématique de la femme qui est une entrepreneure naturelle, mais qui bloque sur la faisabilité. Par exemple, prenons un cas. Combien d'entreprises créées par des femmes? Nous n'avons pas de statistiques. Nous devons en avoir. Combien d'entreprises viables avec la femme? 3. Quel genre d'entreprise caractérise par la femme? Si on prend par exemple sur le plan formel et informel, vous verrez c'est plus des nganda, restaurants, buvettes, mais nous pouvons dire c'est parce que la femme manque de l'expertise? Non, déjà je pense que on a des entreprises où les femmes ont la tête. Aujourd'hui, il y a une banque de la place où le DG est une femme. Tout à fait. On a une autre banque où le PCA est une femme.
Il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes qui lancent des sociétés, d'entrepreneuriat, de location, de véhicules, de production de savon, de production d'huile. Il y a tellement de femmes qui font tellement de choses aujourd'hui, qui font des vêtements, qui font qui a une société de traitement de matières. Vous savez, elle transforme les matières en huile, l'huile de palme et tout. Donc les Nganda, tout c'est pas nécessaire, c'est encore un préjugé ça. Un préjugé. Oui, donc dans le milieu formel ou informel, il y a plein de jeunes femmes qui ont des. Soit elles ne en parlent pas suffisamment. Non, peut-être qu'on ne cherche pas assez. Comme je disais, on a un problème de statistiques. Peut-être qu'on ne cherche pas assez, mais non, il y en a. Il y a des femmes qui ont des postes dans les sociétés privées, dans le pays, qui ont des postes stratégiques importants et décisionnels. Et puis après, il y a des femmes entrepreneurs. Maintenant, tu es entrepreneur dans ce que tu veux. Si tu veux ouvrir un restaurant ou un endroit où les gens peuvent venir se détendre, c'est de l'argent et c'est du travail. Donc il faut pas le sous-estimer. Il y a une autre qui préfère vendre son foufou. Elle dit, bon, j'ai pris 2-3 mamans pour aller vendre du foufou pour moi dans le marché. Après, on récolte et puis on tourne. C'est de l'entrepreneuriat, vous voyez. Donc, chacun a ses, on cherche pas assez. On s'informe pas assez, mais il y en a beaucoup. Anne-Émilie, c'est déjà un honneur pour nous de vous avoir, comme vous êtes spécialiste des milieux des affaires. Tout projet sans financement ne reste qu'une idée. Pour créer des richesses, il faut avoir un financement. Pour réaliser un projet, surtout à but commercial, il faut avoir un budget. Comment disposer de ces moyens financiers? La femme est le milieu des finances pour financer ces projets. Selon toi, que doit faire une femme pour disponibiliser des moyens financiers qui leur permettraient d'investir? Toi qui es une experte dans le domaine. Bon, c'est un peu complexe parce que il faut aussi qu'il y ait un programme peut-être de l'État en ce qui concerne les femmes entrepreneurs. J'ose croire que ça va avec les années qui arrivent, ça va bouger. Mais il faut qu'il y ait des financements, des supports de l'État pour que les sociétés privées ou les financiers privés puissent accompagner dans ce domaine-là. Okay? Une femme qui veut lancer une activité qui a besoin de financement, il faut déjà qu'elle sache ce qu'elle doit faire avant ça. Pour qu'on te finance, il faut que tu viennes avec un projet qui est bien établi. Il faut que tu fasses un business plan. Il faut que tu fasses une étude de marché. Il faut que quand moi je viens pour te donner de l'argent pour que tu termines, tu évolues dans ton affaire, avant que je mette mon argent, il faut me montrer que tu as une maîtrise complète de ton affaire. Les pertes, les charges, les imprévus, et tout ça en général, quelquefois on n'est pas bien préparé. Et quand on arrive pour demander un financement, oui, mais quel est ton chiffre d'affaires? Autant, ok, bon, quelles sont tes prévisions dans 1 an, dans 2 ans? Tu es bloqué. Alors quelqu'un va dire, bon, allez-y, soyez bien prêts, ensuite revenez vers moi. Vous voyez? Donc, quelquefois, il faut juste être bien préparé avec un bon soutien de l'État et des autres différentes sociétés, des acteurs financiers. Je pense que ça devrait aller. J'en profite. Vous venez de m'ouvrir une brèche. La femme, par exemple, prenons un cas, une femme qui est commerçante dans le domaine des ballots, de la friperie. Elle veut avoir une assise financière, elle vient auprès d'une institution financière ou bancaire. Quels sont les prérequis qu'elle doit avoir pour avoir un financement? Parce que là, tu es en train de sensibiliser ces femmes-là. Je pense que toutes les banques n'ont pas la même politique en termes de financement. Tout à fait. Mais un peu dans la généralité. Je pense qu'une femme qui a un bon projet, un bon business plan, comme on dit, parce que le business plan c'est la base, et qui s'adresse à l'institution financière
approprié, parce que vous n'allez pas avoir un dossier et aller à la Banque centrale, par exemple, pour dire je veux un financement. Ils vont dire mais non, nous on ne fait pas ça. Tout à fait. Il faut être bien prête en fait. Parce qu'une personne qui finance un projet, c'est une personne aussi qui court des risques. Moi, si je te donne, allez, 1 000 $, moi, j'aimerais que tu m'en apportes 2 000 en retour. Est-ce que tu es sûr qu'avec ce que tu vas faire, tu as pris tout en compte, les difficultés, tu es sûr que ça ne va pas donner 2 000 en retour? Oui. Et puis aussi, tu peux commencer sur fonds propres. C'est encore mieux d'ailleurs. Si tu commences avec même si c'est 100 $, mais tu les tournes. Et puis au bout d'un moment, tu dis, bon, je suis essoufflé, j'ai commencé avec 100 $, j'ai fonctionné pendant 6-7 mois ou 1 an, ça m'a rapporté autant. Je pense que si vous m'appuyez, je peux faire le double et je peux donc multiplier mes activités ou ma productivité. Donc, commencer par fonds propres, c'est aussi, bien sûr, c'est aussi une idée. Moi, les femmes que je connais, qui sont dans le milieu et qui ont des différentes affaires, elles ont commencé pas avec un financement, et encore, même pas avec un financement extérieur. C'est toujours des fonds propres. Mais comment gérer ce fonds-là? Comment? Parce que ça pose problème. Parce que papa, on allait Sarabana. Il faut apprendre, il faut être formé, il faut apprendre, il faut participer à des activités où les femmes sont formées, où on leur apprend comment faire pour gérer une affaire. Ce n'est pas facile. Il faut s'informer. Il faut se former, il faut apprendre, et puis tu sais comment tourner avec ton argent, et voilà. Et au fur et à mesure, tu t'adaptes. Ou se former, ou s'informer. C'est ça maintenant. Je sais qu'il y a des... Comment ils peuvent lancer la recherche? Pour ceux qui nous suivent, ils disent, Yoto Kasongo, Anne-Émilie parle des choses intéressantes, mais comment faire? Comment faire pour être formé, et comment avoir la bonne information? Bon, déjà, je pense que pour l'instant, peut-être le meilleur soutien ou appui des entrepreneurs, c'est peut-être le ministère des PME, je pense, ou le ministère des Affaires sociales, le genre et famille. Il faut aller vers eux. Ou l'ANAPI, je sais pas, des sociétés comme ça, il faut aller leur demander, ils ont peut-être une liste où, ah oui, il y a telle dame, contactez-la. Vous voyez ce que je veux dire? En général, on ne fait pas souvent ça. On ne va pas vers eux. Il faut aller je sais pas, à l'ANAPI par exemple, ou... Par exemple, les femmes qui voudront, par exemple, contacter Yoto Kasongo, Anne-Émilie, tu peux les aider? Je ne suis dans ce que je connais. Voilà. Vous voyez, moi je sais pas, je peux pas former. Non, je ne peux pas faire tout. Je ne suis pas bonne dans tout. Ok, donc mais je peux de mes connaissances aider. Mais ce que je pense, c'est qu'on devrait vraiment aller vers les institutions, les ministères qui sont là pour nous supporter. Le ministère des PME, par exemple, des petites et moyennes entreprises, je suppose qu'il doit y avoir une section pour les femmes entrepreneurs et tout. Allez-y, allez demander les listes, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se former, etc. On ne le fait pas assez souvent et je pense qu'on devrait. Donc il y a un déficit communicationnel. Peut-être, oui, je pense. Parce que par manque d'information, nous manquons la connaissance. Parce que la femme se bat pour les siens, la femme se bat pour sa communauté, et une femme qui a une capacité financière, c'est une femme qui prend soin de sa communauté. C'est la raison pour laquelle souvent dans beaucoup de cultures, on donne à la femme l'identité d'une lionne, parce que c'est la lionne qui nourrit, qui protège, qui garde. Et Anne-Émilie Yoto Kasongo est en train de sensibiliser cette femme. Parlons toujours de femmes et financement, parce que, tu l'as dit ici, une maman qui fait ses beignets peut se lancer, gérer. Et comment élaborer sa comptabilité? Comment gérer ses entrées, ses sorties, dépenses et recettes? Ça s'apprend. Il y a des formations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne suffit pas de savoir, oui, bon, j'ai vendu autant, j'ai autant. Non, ça s'apprend. On apprend à tourner avec. Il faut s'informer. Il faut chercher, il faut s'informer. Aujourd'hui, on a Internet. Malheureusement, on n'utilise ça que pour les réseaux sociaux, alors que vous pouvez aller sur Google, comment gérer son affaire, comment calculer ses bénéfices. Ça s'apprend tout ça.
Les mamans qui vendent au marché, qui m'impressionnent d'ailleurs parce qu'elles ont une gestion incroyable de leur argent. Elles savent comment tourner avec leur argent. Donc, je pense qu'elles ont appris avec le temps. Au début, c'était difficile. Maintenant, elles savent qu'un non, si je fais comme ça, je fais comme ça. Et elles savent, quand tu discutes avec elles sur le prix de quelque chose, elles te disent, ah non, je peux pas aller en dessous de ça parce que moi aussi, je dois me retrouver dans ça ou dans telle ou telle chose. Je parle pas seulement de la maman qui va au marché, je pense des mamans qui vendent des mangues ou les bananes dans la rue. Elles peuvent pas descendre en dessous parce qu'elles savent qu'elles doivent réinvestir leur argent pour récupérer de la marchandise. Anne-Émilie, c'est vrai, la femme, ici, surtout la femme congolaise, aime bien les reportages de bouche à oreille. Maman Francine va à Dubaï, maman Nicole veut faire comme maman Francine. Tu fais comment? Non, moi quand je achète de la quincaillerie, je reviens avec, je vends. Et l'autre maman investit dans ce projet, ça ne marche pas. Comment doit-on choisir un bon projet? Est-ce qu'il faut nécessairement faire ce que l'autre fait ou bien il faut d'abord s'évaluer par rapport à ses compétences? On ne peut pas faire ce que tout le monde fait. C'est pour ça qu'on demande toujours avant de se lancer dans une affaire ou dans un projet, il faut savoir qui fait déjà la même chose, on est à combien, celles qui le font, elles le font comment, à quel prix. On appelle ça une étude de marché. Il faut faire une étude de marché, voir si je suis la première dans ce domaine-là, comment je vais le faire, quelle est ma cible. Si je ne suis pas la première, qui sont les autres, comment ils le font, comment elles le font, etc. Donc il faut toujours avoir une étude de marché avant de se lancer dans quelque chose. On n'est pas tous obligés d'avoir la même chose. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte lorsqu'on fait une étude du marché pour ces mamans-là qui ne le savent pas, ces femmes-là qui ne le savent pas? Je vais être très brève, hein. Je vais pas aller dans les détails, mais je pense qu'avant de faire une étude de marché, c'est la cible. Quelle est ma cible? Est-ce que ce sont est-ce qu'on caractérise les cibles par âge, par genre, par milieu? Quelle est ma cible? Quels sont mes concurrents? Quel est le prix des concurrents? Comment moi je m'évalue? Est-ce que si je mets cher pour le même produit, je dois arriver à justifier pourquoi? Donc brièvement, c'est des petits détails comme ça qu'il faut absolument avoir avant de se lancer dans quelque chose. Donc il faut avoir ces éléments-là. Oui. Femmes et finances toujours, parce que l'argent. Les tontines. Tu es aussi dans des tontines? Non. Non? Non. Et qu'est-ce que tu peux conseiller à des femmes qui vivent des tontines? C'est de l'épargne? C'est quoi en fait? Moi, je suis un banquier, hein, donc vous ne conseillez pas ça? Non. Mais il y en a moi je connais plein de gens autour de moi qui le font et que ça donne, hein. Il y en a qui le font et qui utilisent ça pour commencer une affaire, etc. Donc c'est une pratique qui est très présente dans notre société. Il y a beaucoup de femmes qui le font ou des groupes d'amis qui le font. Moi personnellement je ne le fais pas. Donc je ne peux pas, c'est aussi une manière de fonctionner. C'est-à-dire si on est à 15 et que après dans les 15 je peux avoir les $10 000 ou 5 000 pour tourner mon affaire. Quelqu'un qui a $10 000 qui reçoit d'une tontine, surtout une femme, comment elle doit l'utiliser de manière efficiente? En tout cas, c'est vraiment différente. Indépendante, ça dépend des intentions de chacune. Il y en a qui peut prendre ça et partir avec à Dubaï pour acheter la marchandise et revenir. Il y en a qui peut s'acheter une voiture. Ça dépend de chacun. Hein. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des femmes qui sont riches, qui ont de l'argent? Pas du tout. Surtout si elles ont travaillé pour. Est-ce qu'il faut sensibiliser à la femme à être forte sur le plan financier, à avoir une capacité financière? Je pense qu'elle l'a déjà de toute façon automatiquement. Lorsqu'on gère un foyer ou un ménage, on a déjà des capacités financières. Parce que quand on vous remet l'argent, si on doit aller traditionnellement, on vous remet de l'argent et vous devez gérer pendant 1 mois, c'est déjà avoir des capacités financières. Une femme qui a de l'argent, qui travaille pour son argent, c'est très bien. Il n'y a aucun problème pour ça. Parce que là, elle est autonome.
Elle est autonome, elle est indépendante, elle est surtout fière d'avoir travaillé pour ce qu'elle a. Mais tu sais que dans la société aussi, ça pose problème. Quand on voit une femme, par exemple, elle a ses maisons, ses voitures, on regarde, et surtout si à côté d'elle, il n'y a pas d'homme. C'est un problème de société, c'est ça le problème aussi. Il y a aussi un vrai problème de culture et de société dans notre pays, mais bon, je pense qu'avec le temps, ça évolue. Moi, si je travaille dur et que je peux m'acheter quelque chose avec mon argent, la sueur de mon front, vraiment que ça pose problème, ça, c'est pas vraiment une difficulté. Hein. Une difficulté. Mais non. Même si on doit avoir les préjugés de la société. Oui, mais les préjugés de la société. Mais comment elle est là, elle est jeune, elle est à sa maison, c'est que ça ne tourne pas rond. Mais les préjugés de la société, c'est notre pays, on est en Afrique, on est des Bantous. Donc qu'on le veuille ou non, ça reviendra toujours. Donc la femme doit acquérir sa propre capacité financière, elle doit avoir l'autonomie financière. C'est important. C'est important. Anne-Émilie, nous avançons. Aujourd'hui, nous insistons que la femme se développe sur le plan de l'entrepreneuriat. Que la femme entreprenne, que ce soit celle qui est dans l'informel ou dans le secteur formel. Mais l'encadrement de cette femme qui entreprend, qui doit le faire? C'est elle-même la femme qui se lance dans l'activité ou elle-même la femme qui avance? Quand tu veux te lancer dans une activité, tu dois apprendre à avoir des recherches et à faire des recherches pour te lancer dans cette activité-là. Donc si tu veux être entrepreneur, tu dois travailler pour un entrepreneur, parce que toutes les femmes ne sont pas faites pour toutes les personnes. Toutes les femmes ne sont pas faites pour travailler dans une société ou dans une entreprise. Il y en a qui supportent pas être assises. Moi, j'ai des amis qui me disent, non, moi, je sais pas comment tu fais, tu rentres là au bureau de 8h à 18, 19h, je sais pas comment tu fais, je pourrais pas. Il y en a qui aiment aller sur terrain, qui supportent pas les bureaux. Ça, ce sont des femmes entrepreneurs qui doivent travailler pour avoir leur autonomie, voilà. Donc, chacune a ses particularités. Il y en a qui me disent, mais comment tu fais pour rester au bureau de 8 heures et tout, tu te déplaces, les réunions, machin, moi je ne supporte pas ça. Moi je suis plutôt quelqu'un qui va vers les gens, je suis sur terrain, je descends, j'aime être à l'extérieur et tout. Ça existe aussi. Hein. Anne-Émilie, tu viens d'attirer mon attention. La femme qui entreprend, c'est selon ses aptitudes. Si c'est une femme qui a la capacité de rester au bureau du matin au soir, elle doit œuvrer dans cette direction-là. Si c'est une femme qui est en mouvement, voyager, descendre sur le terrain, ainsi de suite, elle doit pouvoir développer cela, entretenir cela. Oui, bien sûr. Rien ne se fera tout seul. Anne-Émilie, là maintenant, vous allez nous donner, aux femmes et aux hommes qui nous suivent, vous allez leur donner un tuyau. Lorsque j'ai parlé à mon réseau que c'est Anne-Émilie Yoto-Kasongo que je vais recevoir, oui, qu'elle nous parle comment préparer un CV, comment être prêt pour un emploi, comment être prêt pour un embauche. Qu'est-ce que tu peux dire pour ceux qui cherchent de l'emploi, ainsi de suite? D'abord un CV. Alors, brièvement comme ça... Vous lisez les CV des gens, vous qui mettez à côté, vous faisiez pleurer les gens. Non, du tout. Je dis la dernière fois, je pense qu'un CV, lorsqu'on fait un CV, il faut toujours mettre ses activités les plus récentes au début. Voilà. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que dans les CV, ils commencent d'abord par l'identité en entier, le nom, le poste de nom, le prénom, la province d'origine et tout. Du coup, la personne qui lit le CV, qui finalement n'a pas le temps, se dit, mais première page, j'ai toujours pas ce que je cherche, je mets à côté. Donc déjà, ça montre que tu n'es pas quelqu'un de très pragmatique, ça veut dire que tu prends beaucoup de temps. Alors que si de ton CV, tu mets déjà tes atouts, en disant, oui, très dynamique, etc., ça attire l'attention, on dit, mais finalement, elle a mis au début ce qu'elle a comme atout et comme ce qui pourrait nous être utile. Je répète toujours, le CV, la partie des identités là que vous mettez, etc., doit venir avant. Il faut aller du plus récent
aux plus anciens, pas l'inverse. Parce que ça fait que des fois, il faut tourner la page 2 fois pour finalement voir, ah, c'est à cette période qu'elle a commencé, mais on est déjà... Donc, la raison, c'est parce qu'il y a beaucoup de CV à consulter. Oui, quelqu'un qui lit un CV n'a pas qu'un seul CV à lire. Il n'y a pas que le vôtre. Il faut justement vous pousser à m'arrêter qu'au vôtre. Anne-Émilie, il y a aussi une question qui est très importante. Comment se préparer pour un entretien d'embauche? Quelle est l'attitude? D'abord, la préparation pour un entretien d'embauche. Par exemple, là, tu as un coup de fil. Anne-Émilie appelle de son bureau, appelle une jeune dame ou un jeune homme. Voici tel jour, tu viens pour l'entretien d'embauche. Comment on doit se préparer? Et le jour même, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Lorsqu'on est appelé par une société, une entreprise pour une société d'embauche, la veille, il faut toujours faire des recherches sur la société qui vous a appelé. Il faut savoir l'historique, tout. Parce que même s'ils ne posent pas, il faut toujours avoir. Parce qu'on peut vous demander qu'est-ce que vous savez sur nous, etc. Il faut toujours être prêt. Étudier la société, comment elle fonctionne, les chiffres, si c'est une société qui exerce dans le secteur bancaire ou financier. Et ensuite, le jour même, ce qui est très important, en anglais, on dit le body language, c'est-à-dire l'attitude que vous avez vis-à-vis des personnes qui vous interviewent. En général, dans les interviews, pour déstabiliser la personne, vous pensez peut-être que vous allez avoir affaire qu'à une seule personne, mais en fait, il y a une table de 7 personnes. Même des personnes qui n'ont rien à voir avec, on appelle, tiens, viens un peu le directeur juridique de la société, où on a besoin de 7 personnes. Mais toi, tu entres en pensant que tu n'en auras qu'une seule, mais tu te retrouves avec 7. C'est déjà un motif de... Ta réaction vis-à-vis de tout ça, c'est déjà un moyen d'être déstabilisé, en fait. Ils veulent voir. Et ensuite, il y a les questions, il faut être sûr de soi, il ne faut pas bégayer, il ne faut pas trembloter, hésiter lorsqu'on vous pose une question. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et donc voilà. Et lorsqu'on vous rappelle, vous êtes parmi les derniers à être appelés pour le test. Par exemple, vous venez de passer ce test-là, cet entretien, et on vous rappelle. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir, par exemple, dans un test écrit? Ah, il faut être préparé. Hein. En général, les tests écrits sont souvent les plus importants parce que c'est là qu'on voit maintenant, on met en exerce vos connaissances, votre formation. Il faut être très concentré en général parce que tu peux dire oui, j'ai étudié dans ça, ça, ça. Tu peux avoir une belle prestation, etc. Mais après, on doit voir comment tu écris, qu'est-ce que tu sais calculer, est-ce que tu sais orthographier correctement. C'est important. Et quelle doit être l'attitude ou la présentation de la personne que l'on retient? Maintenant, ça dépend d'une société à une autre et ça dépend de ceux qui recherchent. Ok, et ça peut être pour un poste où on a besoin de quelqu'un qui est calme et réservé, etc. Ça peut être pour un poste où on a besoin de quelqu'un de dynamique et qui n'a pas... On pose toujours la question, est-ce que tu peux travailler sous pression? Ben, on te mettra sous pression. Donc, ça dépend de la place pour laquelle vous postulez. Anne-Émilie, vraiment nous sommes à la fin. Est-ce que les attitudes ou les compétences qui n'ont rien à voir avec les CV sont aussi importantes? Par exemple, tu aimes faire du sport, tu es volontaire, tu travailles dans les ONG. Est-ce que ça aussi, ça compte, par exemple, pour être... Ça peut compter, oui. Ça peut compter. Ça dépend du poste pour lequel vous postulez, vous êtes interviewé. Mais quand ils voient que ces atouts, c'est être social ou quoi, donc on peut plus ou moins se faire une idée sur le type de personne que vous êtes. Il est responsable dans une église, il a l'intégrité, tout ça aussi, ça peut compter. Ça peut compter ou pas, mais ça peut compter, bien sûr. Anne-Émilie, c'est déjà la fin de notre entretien. C'est toujours avec joie que nous vous accueillons sur le plateau de Data Markets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ce soir dans Data Markets? D'arrêter d'avoir des préjugés sur les femmes. On est en 2019 maintenant. Toute femme peut faire ce qu'elle veut. Il n'y a aucun problème. D'être plombier, architecte, ingénieur ou ceci, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Nous avons reçu pour vous Anne-Émilie Yoto Kasongo. Elle travaille dans les milieux des finances. Avec elle, nous avons parlé de la compétence de la femme, de la place de la femme. La femme n'est pas une étiquette, la femme n'est pas là pour faire la figuration dans le monde de l'emploi.
Le chef de l'État l'a si bien dit lors de son discours d'allocution. La femme, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à une femme professionnelle avec qui nous avons échangé. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez suivre l'intégralité de l'émission Data Markets avec Anne-Émilie Yoto Kassongo. Vous pouvez aller sur notre page Facebook Data Markets ou aller sur notre chaîne YouTube Sanfoyan Katende TV pour suivre l'intégralité de cette émission. Merci à la grande équipe de Data Market qui nous a accompagnés. La diffusion, notre programme de diffusion de Data Market, tous les lundis à 22h juste sur Kin 24, ainsi qu'une rediffusion tous les mardis à 11h juste. Quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine.